Je veux vous emmener ce soir dans un lieu à la fois familier et étrange. Un lieu baigné par la lumière d'une lune complice, là où la campagne anglaise dépose un voile d'encre sur les collines endormies. Si vous tendez l'oreille, vous percevrez un murmure. Ce n'est pas le chant du grillon dont les herbes hautes, ni le soupir de la terre qui se repose. Ce n'est pas non plus le craquement de la paille qui se tasse sous le poids des corps fatigués. Non. Ce que vous entendez, c'est la semence d'un rêve qui germe dans l'ombre d'une grange. C'est le souffle d'une idée. Une idée d'égalité si pure qu'elle a le pouvoir de briser les chaînes, et si fragile qu'elle peut être dévorée par ses propres enfants. Ce murmure, un homme l'a entendu, l'a recueilli et lui a donné une voix pour l'éternité. Son nom était George Orwell et son âme portait les cicatrices de son temps. En 1945, alors que le monde pensait à peine les plaies d'une guerre dévastatrice, il nous a offert non pas un roman, mais un miroir. Une œuvre qu'il a nommée La ferme des animaux. Ne vous laissez pas tromper par ces personnages. Sous le masque de la fable, où les animaux parlent et pensent, se cache une vérité d'homme, féroce et lumineuse. Ce livre fut forgé dans le creuset de l'histoire, comme une réponse cinglante au totalitarisme qui défigurait alors une partie du monde. Mais sa portée, vous le verrez, s'étend bien au-delà d'une seule époque ou d'un seul régime. Elle est intemporelle. Car ce que je vous propose de découvrir, ce n'est pas seulement le récit d'une révolte animale, c'est l'anatomie d'une utopie trahie, c'est le manuel implacable qui nous enseigne comment les mots les plus nobles peuvent être vidés de leur sens pour devenir les barreaux d'une prison. C'est une leçon sur la nature du pouvoir et sur cette vérité troublante que l'espoir, lorsqu'il n'est pas armé de vigilance et de mémoire, peut paver la voie de la servitude. Alors, je vous invite, suivez-moi. Entrez avec moi, sans crainte, dans l'enceinte de la ferme du manoir. Écoutez le vent qui porte les premiers chants de liberté, puis les murmures qui les effacent. Car dans chaque grognement, dans chaque hennissement, dans chaque silence lourd de sens, se cache une part de notre propre histoire. Pour comprendre la naissance d'un rêve aussi grand, vous devez d'abord ressentir le poids du monde qui l'a rendu nécessaire. La vie sur la ferme était une longue et lente prière, jamais exaucée. Chaque aube n'était que la promesse d'un nouveau labeur. Chaque crépuscule, le soupir d'un corps épuisé. Le soleil se levait, non pour réchauffer, mais pour rappeler le joug. La terre recevait leur sueur, mais leur rendait à peine de quoi survivre. Sur ce royaume de peine régnait une ombre, celle de Monsieur Jones. Un homme dont la main n'était ferme que pour tenir un fouet ou un verre, et dont le cœur avait depuis longtemps oublié la gratitude. Sous son regard, la vie n'était qu'un souffle donné au travail, une existence entière offerte en échange d'une maigre ration et d'une place pour dormir dans le froid. Mais, même dans la nuit la plus profonde, une seule étincelle suffit à rappeler l'existence de la lumière. Cette étincelle, c'était un vieux cochon, Sage l'Ancien. Au crépuscule de sa vie, son corps était lourd de 12 années de labeur. Mais son esprit était une flamme intacte, nourrie de longues heures de réflexion silencieuse. Une nuit, alors que l'ombre de John s'était dissoute dans l'ivresse du sommeil, il a convoqué tous les animaux. Dans le silence religieux de la grange, sous la lueur tremblante d'une lanterne, il a partagé, non pas un discours, mais une vision. Il a déroulé devant eux la tapisserie d'un autre possible. Il leur a parlé de l'homme. Il a mis des mots sur cette vérité qu'ils ressentaient tous dans leur chair, sans jamais avoir osé la nommer. L'homme
leur dit-il, est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop faible pour tirer la charrue. Et pourtant, il est le Seigneur de toutes les créatures qui le font. C'est lui qui dérobe le fruit de leur travail, ne leur laissant que le strict nécessaire pour qu'ils ne meurent pas de faim. Retirer l'homme de la scène, et la cause profonde de la faim et du surmenage est abolie pour toujours. Et puis, sa voix, bien que fatiguée, s'est élevée pour graver dans leur mémoire les commandements de cette nouvelle foi. Je l'entends encore vous dire, comme il aura dit cette nuit-là. Et souvenez-vous, camarades, dans la lutte contre l'homme, nous ne devons jamais en venir à lui ressembler. Tout ce qui marche sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui marche sur quatre pattes ou possède des ailes est un ami. Et rappelez-vous aussi que tous les animaux sont égaux. Ce n'était pas que des mots, c'était une promesse. La promesse d'un monde renversé, où les derniers seraient les premiers. C'était la naissance de l'animalisme, un idéal si simple et si pur qu'il semblait capable de laver toutes les injustices du monde. Une graine d'espoir venait d'être plantée dans le cœur de chaque créature présente cette nuit-là. Et ils allaient la chérir, la protéger, et bientôt la faire éclore dans le feu de la révolution. Le rêve d'un sage, aussi puissant soit-il, reste une graine endormie, tant que la terre de la réalité ne vient pas la réveiller. Et cette terre, ce fut la faim. La faim est une mauvaise conseillère, dit-on, mais parfois, elle est une conseillère juste. Un jour, M. Jones, perdu dans les brumes de l'alcool, oublia de nourrir ses bêtes. Il oublia la vache, dont le pis était lourd de lait, le cheval, dont les muscles réclamaient le grain, et cet oubli fut l'étincelle. La révolution, quand elle est venue, n'a pas eu le visage d'un plan savamment orchestré. Elle a eu le visage de la nécessité. Ce fut une vague, un déferlement de force brute et d'instinct de survie. Un peuple de sabots, de cornes et de becs qui a emporté l'oppresseur comme un fétu de paille. Et quand le silence est retombé, quand le bruit de la charrette de John s'est éteint au loin, ils se sont regardés, stupéfaits. Ils étaient libres. La liberté avait le goût du foin frais et l'odeur de la terre, enfin rendue à elle-même. Les premiers jours furent une ivresse, une joie si pure qu'elle semblait pouvoir laver le monde entier. Le premier acte de cette liberté nouvelle fut un rituel, une cérémonie sacrée. Ils ont rassemblé tous les instruments de leur servitude, les morts qui avaient blessé leur bouche, les œillères qui avaient volé leur horizon, les fouets dont les claquements sifflaient encore à leurs oreilles. Ils ont tout jeté dans un grand bûcher purificateur, regardant les flammes dévorer les cicatrices de leur ancienne vie. Avec une crainte respectueuse, ils ont poussé la porte de la maison du fermier. Ils y sont entrés sur la pointe des sabots, découvrant un monde de luxe incompréhensible. Ils n'ont rien touché, décidant à l'unanimité que cette maison serait un musée, le témoin silencieux d'une tyrannie révolue. Et puis, ils ont accompli l'acte le plus important. Ils ont effacé l'ancien nom de leur monde. La ferme du manoir était morte. De ses cendres naissait la ferme des animaux. Pour que nul n'oublie jamais la loi nouvelle, les cochons, qui avaient appris à lire et à écrire, prirent un pot de peinture blanche et inscrivirent sur le grand mur noir de la grange les 7 commandements. Écoutez comme ils étaient simples et clairs, comme ils portaient en eux toute la promesse du matin. Tout ce qui marche sur 2 jambes est un ennemi. Tout ce qui marche sur 4 pattes ou possède des ailes
est un ami. Nul animal ne portera de vêtements. Nul animal ne dormira dans un lit. Nul animal ne boira de l'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Ce jour-là, l'utopie était palpable. On pouvait presque la toucher du bout du doigt. Mais ce jour-là aussi, au milieu de la liesse générale, un détail passa presque inaperçu. Les vaches avaient été traites, et 5 seaux débordaient d'une mousse riche et crémeuse. Quand les animaux revinrent des champs le soir, les seaux étaient vides. Ce n'était qu'un détail, bien sûr. Un nuage si petit, dans un ciel si bleu. Mais c'était la première note d'une chanson que personne ne voulait encore entendre. La première fissure, invisible à l'œil nu, dans le marbre blanc de l'égalité parfaite. Quand la joie d'une révolution s'apaise, elle laisse place à la question la plus redoutable. Et maintenant? L'unité née dans le feu de l'action, une fois la cendre refroidie, révèle souvent les fissures qu'elle cachait. Le pouvoir, comme un fleuve, peut suivre 2 lits différents. Et à la ferme des animaux, ce fleuve s'est séparé en 2 courants contraires, incarnés par 2 esprits que tout opposait. L'un s'appelait Boule de Neige. Son esprit était une flamme vive, une source inépuisable d'idées nouvelles. Sa parole était une cascade qui entraînait les autres, peignant des futurs radieux avec une éloquence qui faisait vibrer l'air de la grange. Il était l'architecte du rêve, celui qui organisait des comités pour l'instruction de tous, celui qui croyait sincèrement que le travail pouvait être allégé, que la vie pouvait être embellie. Il portait en lui la lumière de l'utopie originelle. L'autre était Napoléon. Il était le silence qui observe la flamme. Une masse taciturne, un roc qui ne semblait jamais ému par les grandes envolées lyriques. Il parlait peu en public, préférant semer ses graines dans des conversations privées, dans les replis de l'ombre. Il ne semait pas d'idées. Il attendait que celles des autres germent pour y jeter le sel du doute. Sa force ne résidait pas dans la vision, mais dans la patience obstinée de celui qui sait que le pouvoir se gagne le plus souvent dans les coulisses que sur la scène. La fracture entre ces 2 mondes s'est cristallisée autour d'un projet, un symbole magnifique, le moulin à vent. Pour Boule de Neige, ce moulin était la promesse incarnée. Il avait dessiné les plans à la craie sur le sol d'un hangar, avec une précision d'ingénieur et une passion de poète. Ce n'était pas un simple bâtiment de pierre et de bois, c'était un poème écrit à l'avenir. Il promettait l'électricité, la lumière dans les étables, l'eau chaude et surtout, la réduction du labeur à 3 jours par semaine. C'était l'âme de la révolution qui prenait forme. Napoléon, lui, regardait ce rêve avec un dédain glacial. Il ne proposait rien en retour, sinon le pragmatisme brutal du présent. Augmenter la production de nourriture, disait-il, était la seule chose qui comptait. Un jour, tandis que Boule de Neige expliquait avec ferveur ses plans, Napoléon s'approcha, renifla les dessins, leva la patte et souilla de son mépris le dessin méticuleux du rêve. Le jour du grand débat arriva. La grange était pleine. Boule de Neige a parlé, et ses mots ont bâti le moulin, pierre par pierre, dans l'imagination de chaque animal. Il a parlé d'une ferme moderne, d'une vie où la machine servirait l'animal, et non l'inverse. Quand il a fini, le doute n'était plus permis. La ferme était conquise. Puis, Napoléon s'est levé. Il a simplement grogné que le moulin était une folie et que tous mourraient de faim en le construisant. Son discours a duré moins
d'une minute. En cet instant, la ferme entière retenait son souffle. Il ne le savait pas encore, mais il n'était pas en train de voter pour ou contre un moulin. Il choisissait entre la parole qui élève et le silence qui calcule. Il choisissait entre la lumière et l'ombre qui la dévore. Vous souvenez-vous de ce moment suspendu? Ce moment où la ferme, assemblée, devait choisir entre deux chemins. La parole de Boule de Neige avait presque achevé son œuvre, construisant un pont de lumière vers l'avenir. Mais le silence, parfois, n'est pas vide. Il est plein d'une patience terrible. Et au moment où le vote allait consacrer la victoire du Verbe, Napoléon a poussé un cri bref, perçant, qui n'était pas un mot, mais un ordre. Et de nulle part ont surgi 9 molosses, des créatures qu'il avait élevées en secret, loin des regards. Leurs crocs étaient des éclats de glace dans la pénombre de la grange. Ils n'aboyaient pas. Ils étaient la mâchoire silencieuse du pouvoir qui se referme. La parole n'eut pas le temps de se défendre. Boule de Neige, dans un éclair, comprit que le débat était terminé. Pourchassé, il s'enfuit à travers champs, une tache blanche fuyant la meute noire, et disparut à travers une haie. Il ne fut jamais revu. Le silence qui retomba sur la ferme n'était plus un silence de paix, mais un silence de peur. La révolution venait d'être dévorée par ses propres gardiens. Car après la violence des crocs, vient la violence plus subtile des mots. Un nouveau visage est apparu au premier plan, celui de Brille-Babil. Sa voix était agile, son regard fuyant, et il possédait un don terrible, celui de rendre le noir blanc et le blanc incertain. Il était le jardinier de la confusion. Son travail était de prendre le passé, cette chose si fragile que l'on nomme la mémoire, et de le replanter à sa guise. Boule de Neige, le héros, devint un traître. Le moulin, son rêve, devint l'idée de Napoléon depuis le début. Chaque jour, le pensée changeait un peu, juste assez pour que le doute s'installe dans les esprits fatigués. Et c'est par lui que la peur est devenue une raison. C'est par lui que l'inégalité a revêtu les habits de la nécessité. Je l'entends encore, justifiant les privilèges que les cochons s'arrogeaient. Sa voix mielleuse, posant la question qui paralyse toute révolte. Il vous aurait regardé droit dans les yeux et vous aurait dit « C'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qui arriverait si nous, les cochons, manquions à notre devoir? Jones reviendrait? Oui, Jones reviendrait. Sûrement, camarades. Il n'y a personne parmi vous qui désire le retour de Jones. » La peur de l'ancien tyran devint la chaîne du nouveau. Et la dernière pierre fut posée. Les assemblées du dimanche, où chacun pouvait prendre la parole, furent abolies. Elles étaient, disait Brille-Babil, une perte de temps. Désormais, un comité de cochons, présidé par Napoléon, prendrait toutes les décisions pour le bien de tous. Le débat était mort. La grange, qui avait été le berceau de la liberté de parole, est devenue la chambre d'écho de l'obéissance. Dans toute grande histoire, vous le savez, il y a une âme qui porte le poids du monde sur ses épaules, sans jamais se plaindre. Une âme dont la force semble infinie et dont la beauté est un océan. À la ferme des animaux, cette âme habitait le corps d'un cheval de trait. Il s'appelait Malabar. Il n'était pas seulement un cheval. Il était la force faite bonté, le labeur fait prière. Ses muscles étaient les racines qui tenaient la ferme debout.
et son cœur une source d'eau claire, où la méfiance n'avait jamais jeté son ombre. Il ne comprenait pas les subtilités de la politique, ni les jeux de mots de Bri-Babil. Sa vérité à lui était simple, et elle reposait sur deux piliers, deux phrases qu'il se répétait comme un chant intérieur face à chaque difficulté. La première était « Je vais travailler plus dur ». Et la seconde, murmurée avec une confiance absolue, « Napoléon a toujours raison ». Il était le premier levé, le dernier couché. Quand une pierre était trop lourde, quand une tâche semblait insurmontable, c'était sa voix que l'on entendait et son poitrail qui se tendait un peu plus. Il a donné sa jeunesse à la Révolution, sa force à la construction du moulin, sa vie entière à un idéal qu'il n'a jamais questionné. Il était le cœur battant et loyal de la ferme. Mais même la pierre la plus solide finit par s'éroder sous le flot du temps. Un jour, en tirant une charge de pierre, son poumon a cédé. Le pilier de la ferme s'est effondré dans le silence et la poussière. Et c'est là que le mensonge a revêtu son plus beau vêtement, celui de la sollicitude. Napoléon, d'un air grave, a annoncé qu'il allait envoyer le meilleur et le plus fidèle des camarades se faire soigner en ville, chez un vétérinaire. Un immense soulagement a parcouru la ferme. Le dévouement de Malabar allait être récompensé par des soins, par du repos. Quand le fourgon est venu le chercher, tous les animaux sont sortis pour lui dire au revoir. Mais une ombre, la plus vieille et la plus sage de la ferme, a plissé les yeux et a déchiffré les lettres sur le flanc du véhicule. Et les mots, quand ils furent prononcés à voix haute, ont gelé l'air et brisé les cœurs. Ce n'était pas une ambulance. Sur le fourgon, il était écrit « Abattoir et fabrique de colle ». Ce qui a suivi fut un cri d'horreur. Les animaux ont couru après le fourgon, hurlant à Malabar qu'on le trahissait. Et de l'intérieur de la caisse, pour la première fois, on a entendu, non pas la voix d'un travailleur docile, mais le tonnerre frénétique des sabots d'une bête puissante qui avait enfin compris. C'était le cœur de la ferme qui se débattait une dernière fois contre les murs de sa prison. Mais il était trop tard. Quelques jours plus tard, les cochons ont reçu une caisse de whisky. Et ce soir-là, on a entendu des chants et des rires s'élever de la maison de Jones. La loyauté avait été menée à l'abattoir et son prix avait payé l'ivresse des tyrans. Le temps, vous le savez, est un fleuve qui lave les mémoires. Les années ont passé sur la ferme, emportant avec elles la plupart de ceux qui se souvenaient du chant de la Révolution. Une nouvelle génération était née. Une génération qui avait grandi en acceptant la faim comme une loi de la nature et le travail comme le seul horizon. Le rêve de Sage l'Ancien n'était plus qu'une légende murmurée par les plus vieux. Et puis, un soir, le dernier voile est tombé. Un son étrange a rompu le calme du crépuscule. Ce n'était pas un cri de joie, ni un chant de travail. C'était le bêlement unanime et discipliné des moutons. Mais les mots étaient différents. Alors que tous les animaux, intrigués, se tournaient vers la cour de la ferme, la porte de la maison s'est ouverte. Et ce qu'ils ont vu a figé le sang dans leurs veines. Une vision qui a brisé les lois de la nature elle-même. Un cochon est sorti, debout, sur ses deux pattes arrière, puis un autre et un autre, jusqu'à ce qu'une longue file de cochons traverse la cour, maladroit mais déterminé, dans une parodie terrifiante de la démarche humaine. Et Napoléon lui-même est apparu,
majestueux dans son silence, se tenant droit. Et dans sa patte, il tenait un fouet. Le silence d'horreur fut alors couvert par le chant des moutons, qui bêlaient leur nouvelle leçon avec une ferveur aveugle. 4 pattes, oui. 2 pattes, mieux. Le cercle était bouclé. Ce qui avait été autrefois le symbole de l'ennemi était devenu l'emblème du pouvoir. Plus tard, une vieille ânesse, dont les yeux avaient tout vu et dont le cœur n'attendait plus rien, a guidé les autres vers le mur de la grange, le grand mur où avaient brillé les 7 commandements. La peinture blanche avait été refaite. Il n'y avait plus 7 lois, mais une seule phrase qui venait d'assassiner la révolution et de justifier tous les crimes passés et futurs. Je vous la lis, car elle doit être entendue dans sa terrible simplicité. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. La nuit tomba sur cette nouvelle vérité, et cette nuit-là, des rires et des chants s'élevèrent de la maison de la ferme. Poussés par une curiosité morbide, les animaux se sont approchés de la fenêtre du salon. À l'intérieur, autour d'une table, étaient assis les cochons et les fermiers des environs. Ils jouaient aux cartes, ils buvaient, ils trinquaient à leur prospérité commune. Les créatures du dehors regardaient cette scène, le cœur vide. Leur regard passait du cochon à l'homme et de l'homme au cochon, et de nouveau, du cochon à l'homme. Mais il était déjà impossible de distinguer l'un de l'autre. Et nous voici, vous et moi, au bout de ce chemin de terre, devant la fenêtre de cette ferme où le rêve et le cauchemar ont échangé leurs visages. Nous avons vu le chant de l'aube se transformer en une marche funèbre et la promesse d'égalité s'inscrire en lettres de privilège. Comment cela est-il arrivé ? Non par le fracas de la violence, mais par le murmure patient du mensonge, par les mots qui, goutte à goutte, ont emprisonné la source de la vérité, par l'encre qui, chaque nuit, effaçait un peu plus le passé, et par la mémoire qui, trop lasse de lutter, a fini par accepter les histoires qu'on lui racontait, car elles étaient plus simples que le souvenir de la vérité. Ne croyez pas que la ferme des animaux soit le récit d'un échec lointain, une fable jaunie par le temps. C'est un miroir tendu à toutes les époques, à toutes les sociétés, qui, un jour, se sont enivrés du vin de l'utopie. Orwell ne nous a pas laissé une histoire triste. Il nous a légué une grammaire de la tyrannie, un avertissement intemporel sur la facilité déconcertante avec laquelle les mots de liberté peuvent être tordus pour forger des chaînes. Car son œuvre, voyez-vous, ne nous accuse pas, elle nous interroge. Elle nous prend doucement par la main et nous demande qui, dans notre propre monde, contrôle le récit. Quelle vérité acceptons-nous par fatigue ou par confort sans jamais les questionner ? Et la plus importante de toutes les questions, quand notre silence, ce refuge si doux, devient-il une complicité ? Si la force de ce conte a trouvé un écho en vous, alors je ne peux que vous encourager à retourner à la source, à vous plonger dans les pages écrites par George Orwell. La lecture en est brève, mais son ombre est longue et son écho infini. Merci de m'avoir offert le plus précieux des dons, votre attention, votre silence. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais de questionner les murs de la grange.